Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais pas être motivé. Je vais pas être super heureux, je vais pas être content, la joie de vivre et tout. Parce qu'aujourd'hui, les gars, ensemble, on va enquêter sur une affaire de police non résolue. Cette affaire, elle s'appelle l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès. Je vais vous la lire tout de suite et après, on va enquêter dessus ensemble. C'est parti. Bon, on va commencer simple. Ils définissent clairement l'affaire comme une affaire qui a passionné la France au printemps 2011. Donc c'est quand même assez récent, c'est pas des affaires qui datent des années 80. Et on va débattre dessus ensemble, je vous la lis. Le 21 avril, plusieurs semaines après la disparition mystérieuse de la famille nantaise, les enquêteurs découvrent le corps d'Agnès Dupont de Ligonnès et de ses 4 enfants, enterrés sous la terrasse. Xavier Dupont de Ligonnès est bien entendu le principal suspect, d'autant que ses agissements les mois et les jours précédents de la disparition de sa famille sont plus que douteuses. Cours de tir à la carabine, compte bancaire fermé, ciment et sacs de chaux achetés en grande quantité, messages critiques sur des forums internet, lettres étranges à sa famille, autant d'éléments donnant l'impression d'un acte prémédité. La thèse la plus répandue est celle d'une lente descente aux enfers, celle d'un homme ruiné, ne parvenant pas à l'assumer auprès des siens. Xavier Dupont de Ligonnès sera aperçu une dernière fois dans le Var, avant de disparaître totalement cette fois. Personne ne sait ce qu'il est devenu. Alors, je pense que dans cette vidéo, on va sûrement en faire 2-3 d'enquêtes non résolues. Mais c'est vrai que pour le moment, Xavier, je suis désolé de le dire, si tu vois cette vidéo déjà, si tu sais que c'est toi le suspect, rends-toi frérot, même s'il n'y a aucune chance, voire très peu de chance que tu vois cette vidéo. Mais donc, pour moi, clairement, c'est pas une surprise non plus. Xavier est clairement le suspect numéro 1 et Xavier a fait des choses très suspectes en effet, à moins qu'il ait envie de construire une maison là où il est en ce moment. Les sacs de chaux de ciment ne servaient à rien. Les lettres étranges à sa famille, à moins qu'il ait des tendances suicidaires et que ce soit des lettres genre je vous dis adieu, ma famille, non. Donc je sais pas quoi dire, je sais pas quoi rajouter de plus parce que l'histoire le dit bien d'elle-même. Et on passe à la deuxième. Bon les gars, pour la deuxième, on va se focaliser sur l'affaire Estelle Mouzin, qui est, je pense, une affaire qui a fait des ravages et qui n'est toujours pas résolue, malheureusement. Le 9 janvier 2003, la petite Estelle, âgée de 9 ans, disparaît alors qu'elle rentrait chez elle à pied. Dans un premier temps, le tueur en série Michel Fourniret, que je pense tout le monde a déjà entendu parler, est suspecté, mais son alibi le disculpe assez vite dans les yeux des enquêteurs. Depuis, plusieurs pistes plus ou moins fiables ont ravivé l'espoir des proches de retrouver un jour leur fille disparue, mais sans succès. Alors, un dernier développement en date, c'est le témoignage qui a été fait en janvier 2014 par un agent de la voirie, donc les gens qui travaillent sur des rails, du coup, genre les gars de la SNCB, pour les Français, la NCCF. Voilà, des gens qui bossent dans les trains, les métros. Donc, un agent de la voirie qui explique qu'un de ses anciens collègues avait un comportement bizarre le jour de la disparition d'Estelle. Il avait été aperçu rôdant près d'une benne à ordures, près de laquelle il n'y avait rien à faire du coup. Malheureusement, cet homme étant décédé en 2009, il est peu probable que cette piste soit facilement exploitable. Parce que du coup, si c'était lui, on ne saura pas l'inculper et on ne saura pas savoir déjà si c'était lui. Donc ça sert à rien de mettre des morts en prison. Ce qui en soi semble logique. Bah écoutez les gars, pour cette affaire-là, on n'a pas de piste plus que d'autres. Et je vous laisse débattre de ça en commentaire.
sans insulte bien évidemment. Et on passe à la troisième. Alors les gars, pour la troisième, elle s'appelle l'affaire Yves Godard. En septembre 1999, un médecin français du nom de Yves Godard disparaît avec ses 2 enfants. Sa femme, quant à elle, est introuvable. Le 1er septembre, elle avait dénoncé vouloir emmener ses enfants pour une petite croisière de 4 jours au départ de Saint-Malo. Le 5 septembre, le canot pneumatique du voilier est récupéré en pleine mer avec à l'intérieur des effets personnels du père de famille. En perquisitionnant le véhicule et le domicile du couple, les enquêteurs relèvent la présence importante de sang appartenant à Marie-France Godard, son épouse, portée disparue depuis le 31 août. Au fil des mois, des gilets et radeaux de sauvetage, vêtements et papiers d'identité sont retrouvés sur les plages ou repêchés, favorisant la thèse du naufrage. Pourtant, les enquêteurs n'y croient pas. Ils pensent que les effets ont été ciment déposés afin de faire croire à un accident. Le 8 juin 2000, des pêcheurs remontent dans leur filet un crâne qui s'avère être celui de Camille, la fille d'Yves Godard. L'enquête est ajournée quand un fémur et un tibia appartenant au médecin sont repêchés en 2006, mais le mystère demeure. Le corps du fils Godard et de sa mère n'ayant jamais été retrouvé, en décembre 2008, une nouvelle carte de mutuelle appartenant à un médecin est retrouvée sur la plage, en parfait état de conservation, épaississant encore un peu plus le mystère d'affaire Godard. Cette affaire-ci est très sombre. C'est-à-dire que tu as tu as une famille qui disparaît au fur et à mesure et qui, je vais dire meurt, parce que si tu retrouves un crâne, des tibias, cette affaire est sombre. Là, franchement, j'espère que je vous ai pas plombé le moral parce que cette affaire est très très sombre. Et franchement, les gars, pour le kiff, on s'en fait une 4e. C'est parti. Bruay en Artois, c'est le nom de l'affaire. Bruay en Artois, aujourd'hui Bruay-la-Buissière, est une ville minière du Pas-de-Calais qui connut en avril 1972 un drame qui... Le 6 avril, des enfants retrouvent le corps mutilé de Brigitte de Wèvre. La fille de 15 ans a été étranglée et blessée à la tête par un objet coupant. Des témoins évoquent une voiture aperçue non loin des lieux du crime. Il s'agit de la 205 d'un notaire, Pierre Leroy, qui se trouve inculpé rapidement sans beaucoup plus de preuves. Si ces alibis bancals et multiples sèment le trouble, c'est que Pierre Leroy tente par ses mensonges de protéger en fait sa maîtresse, Monique Béguin-Mayer, qui sera elle aussi suspectée sans qu'aucune de ces 2 pistes n'aboutisse. Malgré les efforts des parents de la victime et du journaliste Jean Kerr, le crime est prescrit en 2004. C'est chaud, c'est très chaud. Bon, on va pas aller plus loin, on va sûrement, parce que j'adore ça, et on va sûrement faire je vais sûrement faire un épisode 2 dans les mois à venir. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé le concept de la vidéo, n'hésitez pas à me dire si vous avez envie de me revoir faire ce type de vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner, de mettre votre meilleur pouce bleu. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.